Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. La cherté des produits de grande consommation rend pénible le jeûne musulman entamé depuis une semaine. Pour la plupart des musulmans rencontrés, la rupture du jeûne est un véritable casse-tête. Dans ce journal, ils vont exprimer les difficultés qu'ils rencontrent depuis le début du mois de Ramadan, une période de privation et de pénitence certes, mais c'est également un mois de Ramadan qui éprouve les bourses à cause de la cherté de la vie. Sur le plan diplomatique, le Bénin accueille 4 nouveaux ambassadeurs. Ils viennent de la Tanzanie, des États-Unis d'Amérique, du Niger et des Émirats arabes unis. Ils étaient au ministère des Affaires étrangères et de la coopération ce jeudi pour présenter les copies figurées de leurs lettres de créance au premier responsable de ce département ministériel. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, la Banque ouest-africaine de développement BOAD se rapproche du secteur privé béninois. Elle a organisé ce vendredi une séance d'information au profit des opérateurs économiques. Au menu des échanges, les opportunités de financement qu'offre l'institution financière. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Vous le savez déjà, le mois de jeûne bat son plein au sein de la communauté musulmane du monde entier. Un mois de Ramadan dans une période où la cherté de la vie dicte sa loi au Bénin. Les prix élevés des produits de grande consommation constituent un véritable casse-tête pour la plupart des musulmans à l'heure de la rupture du jeûne. Voici les difficultés exprimées par quelques musulmans rencontrés. Reportage. Le lait, le sucre, le mil et les fruits sont généralement les produits que consomment les musulmans en cette période de jeûne. Cette année, la réalité est tout autre. Le jeune musulman est à l'épreuve de la cherté de la vie. Pour s'en convaincre, en plein midi dans la ville de Cotonou, des fidèles confessent difficilement la situation qu'ils traversent. C'est un peu difficile. C'est au moment de la rupture du Ramadan, là, 19h, 19h30, là. Vraiment, c'est tout un problème. Obligatoirement, tu vas gêner. Après la rupture, ce que tu as pu consommer, c'est toi qui sais. Si c'est un peu de légumes, des oranges, dattes ou bien des beignets, tu peux payer 100 francs, 200. Ça peut aller. La cherté généralisée de la vie a amenuisé le pouvoir d'achat des ménages. Les vendeuses campées sur leur position observent avec tristesse le coût en hausse dans les marchés. C'est de même, parce que tout est cher. C'est cher, hein? Le 1000 qu'on prend à 30 000 là, actuellement c'est à 50 000 francs. 30 000 là, aujourd'hui c'est à 50 000. Une situation insoutenable pour le musulman moyen. En plus des mesures déjà prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations en général, il est encore attendu des citoyens des efforts de la part du gouvernement. Quand on peut faciliter la tâche, pas pour le musulman, pour le peuple béninois, pour tout le monde. Hein? Nous, on vit au Bénin, donc nous sommes tous comme des Béninois. Hein? On veut de bonnes choses pour le pays. Vous voyez, non? Oui, on veut de bonnes choses pour le pays. Hein? Le président de la République lui-même n'a qu'à voir ce qui se passe. Vraiment, les gens souffrent. Il y a beaucoup qui souffrent. S'il n'y a pas les gens là, vraiment, ça ne va pas. L'autre préoccupation réside dans la capacité des fidèles musulmans à demeurer généreux envers leurs prochains en ce mois de Ramadan, comme le recommandent les prescriptions saintes. Parlons politique hors du Bénin, direction la Gambie, un pays situé sur la côte ouest africaine. Demain samedi, les citoyens de ce pays sont appelés à élire leurs représentants au Parlement. Une élection capitale qui intervient quelques mois après la présidentielle de décembre 2021. La CEDEAO a donc déployé ses observateurs pour vivre le déroulement de ce scrutin sur l'ensemble du territoire. Voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Banjul, Christian Dandédian et Elviston Coin. Mohamed Ibn Chambas, ancien président de la commission de la CEDEAO, en séjour à Banjul. Mandaté par Jean-Claude Cassibrou, actuel président de l'institution sous-régionale, il conduit une délégation de 40 membres composée d'experts électoraux, d'analystes et d'observateurs court terme pour examiner le déroulement des élections législatives en Gambie.
En matière de suivi des élections, la CEDEAO a l'expérience. Nous tenons au respect des principes démocratiques et les élections sont un des éléments fondamentaux du bon fonctionnement de nos démocraties. La Gambie est dans un processus démocratique depuis 2016. La CEDEAO apprécie et accompagne ce processus. En décembre, on a fait venir des observateurs pour l'élection présidentielle. Il est aussi important qu'on revienne pour les législatives, car la Gambie nous montre déjà un bel exemple. La Gambie est un pays doté d'un système politique parlementaire dans lequel il n'y a qu'une seule chambre. Les législatives du 9 avril sont les deuxièmes qu'organise cette république continentale, multipartite à régime présidentiel, et ceci dans un contexte politique particulier depuis 2016. L'histoire politique de la Gambie, la CEDEAO est intervenue sérieusement pour qu'il y ait un changement politique et qu'il y ait une alternance, et nous devons faire le suivi. Il y a toujours un contingent de la CEDEAO présent en Gambie. Donc c'est pour la continuité de la démocratie, pour faire le suivi, parce que aussi les élections législatives sont très importantes. C'est des élections qui sont plus proches des populations et nous pensons que c'est important que la CEDEAO, quand elle a les moyens d'intervenir et d'observer ces élections aussi. En vue d'une meilleure appréciation du contexte sociopolitique et de l'environnement préélectoral, le chef de mission et sa suite se sont entretenus avec les parties prenantes au processus. D'abord, les échanges avec la présidente de l'Assemblée nationale, ensuite, les responsables de la commission électorale indépendante, puis la plateforme WANEP Gambie. Pour évaluer de manière indépendante, impartiale et objective le scrutin, les observateurs conviés ont suivi une session d'information et d'orientation avant leur déploiement dans plusieurs régions du pays. Retour au Bénin pour parler diplomatie. 4 nouveaux ambassadeurs sont officiellement reçus. Ils viennent de la Tanzanie, des États-Unis d'Amérique, du Niger et des Émirats arabes unis. À tour de rôle, les nouveaux ambassadeurs ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi. C'était hier jeudi suivant. C'est le nouvel ambassadeur du Niger au Bénin qui a ouvert le ballet diplomatique ce jeudi après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Sidi Abdo, 62 ans, est ingénieur agronome et technicien amphithéâtrie. Le Bénin et le Niger, les relations entre les deux pays, elles sont de plusieurs corps, de plusieurs genres. Elles sont d'abord historiques, elles sont sociales, elles sont économiques, etc., etc. Le Niger a besoin du Bénin, ça je vous le garantis. C'est sûr et certain, le Bénin a besoin du Niger. Avant sa nomination à ce nouveau poste, il était depuis 2016 député à l'Assemblée nationale du Niger. À la suite du diplomate nigérien, l'américain Brian Wesley Soukant, 54 ans, est juriste de formation et titulaire d'une licence professionnelle. Le Bénin ne lui est pas un pays étranger. Au Bénin, c'est le pays dans lequel j'ai commencé ma carrière diplomatique il y a 26 ans. Je serais heureux de travailler avec le Bénin pour renforcer et approfondir le partenariat entre les États-Unis et le Bénin sur la base des valeurs communes démocratiques et en partenariat pour le développement et la sécurité. La République unie de Tanzanie, elle, marque sa présence sur la carte diplomatique du Bénin avec un homme nanti d'une riche expérience. Et cet homme, le voici. Benson Alfred Bana, 63 ans, docteur en ressources humaines. Il a notamment préparé la Banque mondiale, le PNUD et la DANIDA. De la coopération du Bénin, donc, et je remercie le ministre pour m'avoir reçu en audience et c'était vraiment une formidable discussion avec lui. Celui qui a foulé ce tapis rouge en dernière position l'instant de cet après-midi, c'est le nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis, Fahad Obed Mohamed Al-Tafag, qui réside en République fédérale du Nigeria, est titulaire d'un master en administration des affaires. À 41 ans, il s'offre une nouvelle mission diplomatique. Et nous avions parlé de la relation des relations de coopération qui existent fort heureusement entre nos deux pays. Ce sont des relations excellentes. Donc nous avons
fait un tour d'horizon pour voir comment est-ce qu'il faut renforcer ces relations. Nous avons parlé pas mal de choses, surtout au niveau commercial et au niveau économique. Bien d'autres sujets, notamment la situation des femmes et celle de la jeunesse, ont meublé ces entretiens avec le ministre Aurélien Agbenonsi. Une fois les copies figurées de leur lettre de créance reçues, ces nouveaux ambassadeurs ont une dernière étape à franchir avant d'avoir plein pouvoir pour l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de leur réception à la présidence de la République. Nous allons à présent faire un zoom sur l'atelier d'information des acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes et filles dans le département du Zou. Les échanges ont été l'occasion pour les participants de s'approprier les objectifs, mais aussi les rôles et responsabilités qui leur incombent. Les détails avec Maître Hélène Amosso. En plus de la présentation détaillée du projet objet des assises, les participants ont aussi eu droit à une communication sur les rôles et responsabilités des différents acteurs. Cet atelier d'information est initié par l'ONG Femmes Actrices de Développement Communautaire FADEC ONG, membre du consortium des 14 organisations chargées de l'exécution du projet autonomisation des femmes et des filles. Il est inscrit dans la deuxième sous-composante de la première composante du programme autonomisation des femmes et dividendes démographiques du Sahel. Suède. Nous aurons à vous présenter le projet, les objectifs de ce projet, les stratégies d'intervention, les différentes prestations à offrir, les bénéficiaires directs et indirects du projet. Nous sollicitons l'implication des autorités à divers niveaux et de tous les acteurs clés du département. C'est fort de cela que la rencontre de ce jour a été organisée pour définir les rôles et responsabilités de tous les acteurs dans la mise en œuvre du sous-projet. Pour la plupart des élus, chefs services des mairies, des chefs traditionnels et dignitaires religieux en plus d'autres, les invités proviennent tous des communes du département du Zou. Les échanges visent à les aider à mieux appréhender le sous-projet et son importance dans la vie des communautés afin d'obtenir leur adhésion dans sa mise en œuvre au plan départemental. Grâce aux interventions prévues, 51 000 femmes et filles seront impactées. Beaucoup d'ONG sont mobilisées pour accompagner le processus, pour mettre en œuvre le projet. Nous attendons donc de ces ONG, comme ils l'ont toujours fait, l'atteinte des objectifs. Nous attendons également une très bonne collaboration pour que à la fin de l'année, nous puissions vraiment atteindre nos différents objectifs. Nous allons rassurer ces ONG de notre entière disponibilité pour les assister, les accompagner. La finalité des actions du dit projet est d'avoir des filles et des femmes capables et actives pour participer pleinement à la transformation de leur vie en améliorant les conditions sociales et économiques. Dans le département du Zou, le montant à hauteur de 461 985 813 francs pour sortir 51 129 femmes de l'extrême pauvreté dans les 9 communes que compte le département du Zou. Au thème de la journée d'échange, les organisateurs ont également pu obtenir l'engagement de ces différents acteurs clés impliqués dans la mise en œuvre du projet dans le Zou. Des mesures spécifiques mises en place visent à assurer la sécurité et la sûreté des bénéficiaires cibles. Restons dans le registre société pour annoncer la mise en service officielle d'une crèche d'entreprise répondant aux standards internationaux au profit des femmes employées du groupe VIPP Inter6 Bénin. L'infrastructure accueille déjà 25 enfants de collaboratrices et 9 animatrices professionnelles au quotidien. La cérémonie de sa mise en service s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous allons suivre. Des coups de ciseaux pour lancer officiellement les activités de la crèche de l'entreprise VIPP Inter6. C'est un groupe international dédié à la relation client multicanal, du conseil pour la mise en place d'un projet jusqu'à la prise en charge des contacts, en passant par la formation et l'analyse de data. À travers la création de cette crèche, VIPP Inter6 veut garantir l'égalité des chances hommes-femmes dans l'entreprise et permettre à ses salariés de travailler l'esprit tranquille en faisant garder leurs enfants en lieu sûr et sécurisé, non loin de leur regard.
Alors oui, on en a besoin. Oui, parce que pourquoi? Parce que comme vous le savez peut-être tous ici, on est dans un centre d'appel, donc un centre de contact. On répond donc à des personnes au téléphone toute la journée. Les conseillers et les conseillères, bien évidemment, tout le monde a un métier particulièrement difficile parce que c'est un métier stressant, c'est un métier compliqué, c'est un métier qui a beaucoup de pression. Et donc, c'était la moindre des choses qu'on puisse aider ces jeunes femmes. On l'entend un peu trop souvent en ce moment. Certains ont un intérêt à essayer de propager une image négative de la France dans les pays africains dans lesquels elle engage des partenariats politiques, des partenariats de sécurité, des partenariats culturels et des partenariats économiques. Et je pense que la réponse que vous apportez aujourd'hui, VIPP Intercis, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à ces critiques qui sont injustement adressées à mon pays quand il mène des partenariats avec des pays amis comme le Bénin. La crèche VIPP Intercis accueille des enfants de 2 mois à 3 ans, de la fin des congés de maternité à l'entrée en école maternelle. Au-delà d'un lieu de garde, c'est aussi un espace de développement affectif, social et cognitif. Le projet a été concrétisé avec le soutien du gouvernement. Nous mesurons aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez du fait des tensions internationales qui affectent un de vos clients importants et par ricochet le volume d'emplois que vous avez projeté d'installer au Bénin. Mais je peux vous assurer que l'APIEX sera à vos côtés pour vous assister et vous accompagner dans vos stratégies de diversification de vos investissements au Bénin. Je pense que c'est une belle opportunité, un bel exemple, un beau modèle à promouvoir. C'est-à-dire que cette entreprise qui emploie plus de 1000 et quelques jeunes, dont 40% de femmes, pourrait peut-être même voir en augmentation le nombre de femmes à cause de l'existence de cette crèche. Créé en France depuis 2010, le groupe international VPP Intercis est représenté au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Rwanda et en Éthiopie. Mais c'est seulement son bureau de Cotonou qui bénéficie d'une crèche pour le bonheur de son personnel féminin. Alors, présent à l'université d'Abomey-Calavi avec le Centre des œuvres universitaires et sociales qui a procédé à la remise de matériel et d'équipements de bureau aux organisations estudiantines. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 7 avril 2022 dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. C'est une cérémonie présidée de main de maître par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage. Elles sont au total 5 organisations estudiantines à recevoir cette année une dotation en matériel et équipement de bureau. C'est depuis peu une activité inscrite dans le plan de travail annuel du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi à l'issue de l'arbitrage des projets avec les étudiants des campus où il intervient. Les bénéficiaires sont la Fédération nationale des étudiants du Bénin, la Fédération des étudiants de l'Université d'Abomey, la Fédération des étudiants de l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin et l'Union des étudiants agronomes. Chers responsables des organisations estudiantines, ce lot de matériel est destiné à équiper les sièges officiels de vos bureaux respectifs. Il a été estampillé et enregistré conformément aux exigences de la comptabilité des matières. Il reste donc dans le patrimoine du COUSAC et doit faire l'objet de passation de service d'un bureau à un autre au rythme du renouvellement de vos instances. Les équipements remis aux étudiants sont composés entre autres d'un ordinateur, d'une imprimante, d'un fauteuil et d'un bureau. Ces matériels viennent faciliter un tant soit peu l'exercice de la mission de représentativité qu'assurent les organisations estudiantines. Mais au-delà, celles-ci seront soumises à des contrôles périodiques pour un bon usage de ces équipements. Lorsque nous savons ce que nous avons à faire et que nous sommes outillés pour le faire, à notre avis, il ne s'agit plus de trop parler. Donc nous considérons que vous êtes suffisamment avertis de l'utilisation de ces matériels et que vous avez notre validation, notre disponibilité pour vous accompagner encore davantage. Ne développez pas d'autres activités parallèles parce que dès lors qu'on met à votre disposition l'outil informatique,
c'est une opportunité en même temps pour vous permettre de développer une autre forme d'apprentissage. Le recteur de l'UAC et le maire de la commune d'Abomey-Calavi, tous deux présents à la cérémonie, ont invité les étudiants à cultiver davantage l'entraide et la solidarité. Quant aux organisations estudiantines, elles ont formulé des doléances, toujours dans le but de favoriser de meilleures conditions de vie aux étudiants. Je l'annonçais en début d'édition, la Banque ouest-africaine de développement BOAD au Bénin se rapproche du secteur privé béninois. À la faveur d'un atelier d'information, les opérateurs économiques ont échangé avec les responsables de l'institution financière ce vendredi à Cotonou sur les opportunités de financement. Les détails dans ce reportage. Joliba, c'est le nom du plan stratégique mis en œuvre par la Banque ouest-africaine du développement au cours de cette année 2022. Ces 3 actions en conformité avec les 3 piliers du programme d'action quinquennal du gouvernement béninois ont été présentées aux participants de cet atelier. Il y avait des représentants du patronat et de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. L'organisation de cet atelier procède de la volonté de la Banque, en partenariat avec le Conseil national du patronat, avec qui les échanges ont débuté depuis décembre 2021, de présenter aux chefs d'entreprise du secteur privé du Bénin les opportunités qu'offre la Banque ouest-africaine de développement ainsi que les critères d'éligibilité à son financement. L'objectif est de se familiariser avec les conditions de financement de la Banque afin d'aboutir à un taux plus élevé du financement du secteur privé au Bénin. Veuillez noter que la mission résidente est à votre entière disposition pour vous appuyer dans le montage et la maturation de vos projets, mais également pour vous orienter. La BOAD a présenté 3 domaines clés d'intervention, l'agriculture, la santé et l'éducation, ainsi que l'énergie sur les 5 prioritaires de l'institution. Les taux proposés sont revus à la portée des opérateurs économiques locaux. En effet, le plan Joliba a adopté une approche sectorielle visant à faire de la banque une banque d'experts, apportant des solutions pertinentes aux besoins de ses clients. Dans ce cadre, elle a entrepris d'actualiser sa stratégie d'intervention en faveur du secteur privé. Cette mise à jour de notre stratégie renforcera notre action en faveur du secteur privé des pays de la zone UEMOA que la BOAD couvre, et particulièrement celle de relever le taux de financement du secteur privé béninois. Cette séance d'information permet à la BOAD de se rapprocher davantage des acteurs du secteur privé, des acteurs qui sont désormais tout aussi importants que les États aux yeux de l'institution sous-régionale. En page sport, nous parlerons de la tenue très prochaine à Cotonou des Jeux mondiaux de pétanque 2022 et l'érection d'un boulodrome de standard international. Il faut reconnaître que c'est une première en Afrique et au Bénin. Ce sont les 2 sujets phares qui ont meublé le point de presse animé ce vendredi par l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boules. Nous allons faire le point avec Hakime Ousseini Seydou. Comme il en avait fait la promesse, celle relative à une reddition fréquente et régulière du niveau d'avancement des préparatifs des mondiaux de pétanque Cotonou 2022, le président Idrissou Ibrahima a échangé avec la presse dans la matinée de ce vendredi. Nous sommes à 8 mois de la date fatidique de décembre 2022. En attendant donc qu'une mission officielle de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal ne foule le sol béninois pour constater l'état d'avancement des travaux, notamment la construction du boulodrome et de l'organisation en général, je voudrais, Monsieur le Président, que vous nous renseigniez sur l'évolution de l'organisation du dit championnat. La sortie médiatique de ce jour intervient alors après la séance de travail tripartite du 18 mars dernier tenue sous l'égide du ministre des Sports Osvaldo Meki. Garba Yaya y était et il décline ici l'issue des échanges en réponse aux inquiétudes du président Idrissou Ibrahima. Par rapport au plan organisationnel, les différentes commissions ont été mises en place. Elles ont été même revisitées et reprises. Concernant le boulodrome, nous devons tous nous inquiéter de ce que
La mise en place du boulodrome met du temps à venir. Et là encore, l'architecte qui doit s'en occuper est connu. Et selon les propos du ministre lui-même, l'architecte a été identifié avec l'aide du président de la Fédération internationale. Mais très incessamment, le ministre nous a rassurés lors de la dernière rencontre, en mars, le 18 mars précisément, que tout se passera dans les règles de l'art. Au-delà des assurances apparentes données par le président Garba Yaya, subsiste cette énigme relative au délai de construction du boulodrome. 3 options, 3 délais pour 3 qualités de l'infrastructure. Décembre, visiblement 2022 s'éloigne et il faut s'en préoccuper. Est-ce qu'il faut attendre 14 mois? Est-ce qu'il faut attendre 18 mois pour réaliser un boulodrome? Ou alors, on est pressé, il faut faire un hangar de circonstance dans une vente. Notre position, c'est-à-dire en termes clairs, la position de la Confédération africaine des sports boules ne sera pas celle d'une capitulation, mais plutôt celle du réalisme, de la conviction et de la responsabilité. La séance de travail tenue loin des objectifs des caméras et des micros de la presse audiovisuelle juste après la conférence de presse entre le président Idrissou Ibrahima et les membres de la Fédération béninoise de pétanque situera dans les tout prochains jours la famille de la pétanque béninoise continentale et mondiale de ce qu'adviendra des mondiaux de pétanque Cotonou 2022. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et bon début de week-end.